On est reconnu pour être un centre d'éducation. On a un centre de simulation, donc un service qui a l'habitude de former des médecins. On a eu beaucoup de demandes. J'ai envie de consolider mon savoir sur les intubations, sur la pose de drain thoracique, sur comment arrêter un saignement. Donc on faisait ça sur la base du volontariat. Celui qui venait, avec plaisir. Et en fait, petit à petit, ces équipes ont commencé à rentrer dans Gaza et du coup, ils pouvaient plus venir. C'est nous qui allions chez eux. Elle s'appelle Caroline Ohayon, elle est médecin urgentiste à l'hôpital d'Assuta Ashdod et elle est sur le plateau pour nous parler des initiatives civiles pour aider la population. On en a parlé énormément sur ce plateau, mais les médecins ne sont pas en reste et certains ont vraiment aidé à sauver des vies. On va voir tout de suite comment. Caroline Ohayon, bonjour, bienvenue, on est ravis vraiment. Enfin, moi je suis ravie de vous accueillir. Bonjour Cathy. Alors on va parler de cette initiative dont peu de gens sont au courant. Après le 7 octobre, dans votre hôpital, vous avez décidé de réagir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été votre prise de conscience et comment tout ça s'est organisé? Moi, je travaille à l'hôpital Assuta Ashdod depuis la création de l'hôpital et depuis l'ouverture du service d'urgence. Le 7 octobre, j'ai travaillé ce jour-là, donc c'était prévu. Donc c'était le jour de Simchat Torah, c'était prévu que je travaille. J'ai passé la fête chez mes parents à Ashdod et dès 6h, 6h30 du matin, il commence à avoir beaucoup de hazakot, de sirènes, mais beaucoup plus que d'habitude. Et moi, j'étais censée travailler à midi, à 6h30, 6h35, j'appelle ma chef en disant « Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas normal, il y a beaucoup trop de hazakot, il se passe quelque chose. » Elle me dit « Écoute, moi, je commence à 8h, donc je serai bientôt à l'hôpital. Mais pour l'instant, on n'a pas reçu d'appel ou autre sur ce qui se passe. Et en fait, donc ça continue. Et à 8h, donc elle arrive à l'hôpital et moi, je me rends compte qu'il se passe quelque chose. Enfin, les sirènes continuent. Donc, je décide d'avancer ma mishmeret, d'aller plutôt à l'hôpital parce que il y a vraiment quelque chose qui sort du commun et pour l'instant, je sais pas ce qui se passe. Donc je vais à l'hôpital, et là en arrivant, je vois l'afflux de blessés. Il me dit c'est très bien que tu sois là, tu seras le médecin du triage. Donc et là en fait on commence à recevoir un nombre très important de blessés, sans forcément au début comprendre d'où ça vient exact. Enfin au tout début à 8h du matin, on sait pas encore ce qui se passe. Mais oui, on reçoit des blessés, que ce soit de Sderot, de tous les kibbutzim qui sont autour, des soldats d'un peu partout, et personne ne sait encore l'ampleur de l'événement. Vous vous rendez compte avec le type de blessure que vous recevez qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas? Très clairement. Il y a une vraie volonté de tuer et les blessures sont pas faites pour blesser. Très clairement, les blessures sont faites pour tuer et dès le premier jour, on va s'en rendre compte. En fait, au fur et à mesure de la mishmeret, on se rend compte, de l'ampleur du nombre de blessés et du type de blessures qui sont pas des blessures habituelles qu'on a l'habitude de voir, pas chez les civils et pas... Vous aviez quoi comme genre de blessure? Mais les gens sont arrivés avec... on voit le résultat de la blessure, mais ça peut être soit des armes à feu, soit des RPG, et qui sont des blessures qui sont... De guerre. Des blessures de guerre, oui, qui vont entraîner des amputations, des saignements massifs, etc. Vous êtes confronté avec cette situation, donc j'imagine que vous gérez ça pendant la première journée. Ça va durer à peu près 2 jours, en fait, en continu, où entre l'arrivée des blessés, la prise en charge et les patients qui vont aller ensuite au bloc opératoire, les urgences... on a l'habitude de travailler en continu, mais en fait, l'exercice, ce qu'on appelle ARAN, Hero Arav Nifgaim, donc Mass Casualty Event, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blessés qui vont arriver en une seule fois, ça va durer à peu près sur les 30 premières heures, et après, donc petit à petit, le flow va baisser, les salles d'opération vont continuer à tourner 24 heures sur 24, pendant peut-être les 3-4 premiers jours. J'imagine que beaucoup de médecins, pendant cette période-là, sont mobilisés. Donc, vous devez être en sous-effectif. Alors, le premier jour, c'est un Shabbat. Donc, quasiment tous les médecins se sont présentés, sauf ceux qui ont déjà été appelés à partir du premier jour. Sur les premiers mois,
quasiment un tiers de l'équipe va être mobilisé, que ce soit les médecins seniors ou les internes qui vont être appelés, donc chacun selon les postes auxquels ils sont attachés. Donc certains sont médecins d'unité combattante, c'est-à-dire qui rentrent avec les blessés à Gaza. Certains sont des médecins qui sont un petit peu plus en retrait, donc ils vont récupérer les blessés qui vont être amenés par les unités combattantes. Jusqu'à un certain endroit qui est considéré comme plus ou moins safe, et de là ils vont les faire entrer après en Israël, donc ils seront héliportés ou certains viendront en ambulance, etc. Alors l'équipe reste en gros des femmes, des vieux et des jeunes, c'est ça? C'est un peu ça. Des jeunes, il en reste plus trop, mais donc on est une équipe qui est principalement constituée de Olim. Donc ma chef de service est australienne, il y a des Canadiens, des Américains, des Sud-Africains, moi je suis française. Donc en l'occurrence on a fait pour la plupart d'entre nous on a fait notre allié à un âge qui est pas l'âge de faire l'armée. Donc du coup on n'a pas été appelés. Donc les femmes, les vieux restent à l'hôpital, et les hommes plus jeunes ou ceux qui ont fait leur service militaire en Israël vont être mobilisés. Alors je crois que les enfants de ta chef de service étaient aussi mobilisés. Est-ce que c'est elle qui donne l'impulsion de vous organiser à faire quelque chose? Alors dès le début, on va avoir les soldats, donc pas nos médecins à nous, mais les médecins qui sont appelés, qui dépendent pas de notre hôpital, sont pas forcément des médecins urgentistes. Il y a des pédiatres, il y a des oncologues, il y a des ophtalmos, il y a aussi des chirurgiens, il y a aussi des urgentistes, mais il y a vraiment toutes les spécialités, des médecins généralistes et autres. C'est ça que les gens ne comprennent pas souvent, mais ça veut dire que c'est des médecins qui n'ont jamais vu de leur vie une blessure de guerre et qui ne savent pas du tout comment faire. Très clairement, c'est ça. Donc oui, quand on est médecin militaire, on a, dans le cadre de dans le cadre de son service militaire, on a une formation, mais si on a fait la formation il y a 10 ans, on l'a fait il y a 10 ans. Il n'y a pas forcément un réanou, une formation continue. Voilà, une formation continue ou une remise à jour qui est faite tous les ans, comme ça pourrait être dans certaines autres professions. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés un peu démunis face à la situation. Et au début, on a commencé à voir un peu par le bouche à oreille, comme on est un des hôpitaux qui se trouve dans la région de Gaza. Donc, les gens ont demandé, est-ce qu'on peut venir chez vous? On peut venir s'entraîner? Est-ce qu'on... parce que vous avez de quoi vous entraîner. Oui, on a un centre de simulation avec des mannequins de simulation haute fidélité. On est reconnu pour être un centre... on va dire, d'éducation. Donc un service qui a l'habitude de former des médecins. Donc vous avez des demandes. Oui, on a eu beaucoup de demandes. Donc les gens ont demandé à venir. Donc c'était plutôt des initiatives individuelles. Donc les médecins, les paramédics ou les Chofshim Pririm qui ont demandé à venir s'entraîner chez nous. Donc en fait ce qu'on faisait, c'est qu'au début on restait après la Mishmeret, après votre travail, volontairement, bénévolement. Exactement, on restait pour former les gens, chacun avec j'ai envie de consolider mon savoir sur les intubations, sur la pose de drain thoracique, sur comment arrêter un saignement. Donc on faisait ça sur la base du volontariat. Celui qui venait, avec plaisir. Et en fait, petit à petit, ces équipes ont commencé à rentrer dans Gaza, et du coup, ils pouvaient plus venir. Et c'est nous qui allions chez eux. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un réel besoin. On s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin. Qu'est-ce qui sauve une vie sur le terrain quand on est confronté à un blessé très grave? Il y a 3 choses qui sont essentielles. C'est arrêter un saignement qui est catastrophique, quelqu'un qui pourrait se vider de son sang et qu'on voit en mourir et qu'on voit l'endroit du saignement. Ce serait par exemple mettre un garrot ou faire une compression. Et ça, c'est une des choses qui peut arrêter qui peut permettre de sauver une vie. Le Pinouï Maher, donc c'est l'évacuation extrêmement rapide. Et la troisième chose, c'est de donner des produits sanguins. Ça peut être donner du plasma ou donner du sang complet, dans la mesure où les équipes en ont. Donc en général, les équipes qui rentrent dans Gaza, tout le monde a ça. C'est plasma et whole blood, tout le monde a ça. Donc ils peuvent donner aux patients, et ils savent qu'il y a un patient un blessé qui est grave, qui a besoin d'une évacuation en urgence.
on n'a pas besoin de s'arrêter sur place et de faire toutes les procédures. C'est vraiment les procédures qui sauvent la vie et après donc transférer le patient pour que le plus rapidement possible il arrive à l'hôpital et s'il faut être opéré, amputé ou autre, alors ce sera fait à l'hôpital. Alors vous êtes parti sur place, vous êtes rentré dans les bases, même des bases très éloignées, dans des petits villages. Enfin, vous avez vraiment sillonné le pays, toujours sur la base du volontariat. Toujours sur la base du volontariat. Donc en fait, quand on s'est rendu compte que eux ne pouvaient plus venir, on a commencé nous à nous déplacer. On a reçu une subvention de donateurs australiens qui ont financé en fait une camionnette. Oui, parce que j'imagine que pour former, il faut du matériel. Il faut du matériel. Donc on a des mannequins à haute fidélité. À peu près un mannequin, ça pèse 110 kilos. Hein. C'est beaucoup plus qu'un être humain. Parce qu'il y a toutes les infrastructures à l'intérieur qui permettent de voir comment ça se passe à l'intérieur, le sang. Oui, de faire un saignement actif, enfin toutes les plaies ou autres qu'on pourrait imaginer. Donc on peut les prendre en charge, les simuler sur ces mannequins. Et ensuite, les gens peuvent les prendre en charge comme si c'était un réel patient. Donc, donc ces donateurs ont financé la camionnette, ont acheté certains des mannequins. On avait, nous, certains mannequins, mais comme on fait des exercices, des fois, de grande ampleur, donc on a besoin d'un peu plus de mannequins et de matériel. Et on a commencé à aller où la demande était importante. Vous étiez une équipe de combien? Au début, on a commencé juste avec les médecins de notre service. Donc, on était à peu près 3-4 à quasiment aller à toutes les formations. Et petit à petit, donc il y a des médecins des États-Unis, du Canada qui sont venus faire du volontariat en Israël et qui se sont formés avec nous, qui se sont joints à nous et qui venaient avec nous faire les formations. Et depuis qu'on forme, on a également formé certains hôpitaux. Donc il y a certains médecins d'autres hôpitaux qui se sont joints à nous et qui continuent à faire avec nous les formations, surtout quand les formations ont lieu dans le Nord. Et c'est très difficile pour nous de ramener une équipe du Sud jusque dans le Nord. Donc, il y a certains médecins qui peuvent se joindre, mais on essaye aussi d'inclure des médecins qu'on a déjà formés pour continuer avec la formation. J'imagine aussi que l'armée vous a envoyé leurs paramédics, les infirmiers combattants. Exactement. Donc, notre dagèche, enfin notre point, c'est surtout les équipes qui vont avoir à gérer ce type de patients, c'est-à-dire que c'est ou les équipes militaires qui rentrent dans Gaza ou les Kitot Konenut ou les hôpitaux qui sont principalement situés en périphérie. Donc c'est notre dagèche. On forme beaucoup moins les équipes qui sont dans le centre parce que la distance avec les hôpitaux est infime comparé à des zones dans le nord où il faut quasiment 1 heure, en plus de la montagne, des conditions qui sont pas forcément adaptées pour se rendre à l'hôpital le plus proche. C'est une formation qui dure combien de temps? Alors, les formations ont lieu principalement le soir. Elles ont lieu entre 5 heures et c'est à peu près de 5 heures du soir jusqu'à 10 heures du soir. Ok, donc 5 heures de formation. Est-ce que vous avez eu des retours ensuite? Parce que j'imagine qu'après vous partez, vous les laissez, vous ne savez pas trop ce que ça devient, mais est-ce qu'on vous rappelle, on vous raconte? Alors, on nous rappelle, on nous raconte et on donne nos numéros de téléphone. Très clairement, les gens qui sont venus même faire la formation chez nous au début où la formation était un peu moins organisée et c'était vraiment sur la base de ce que chacun avait besoin. On a eu des retours qui sont extrêmement positifs. Des gens qui nous disent ça a changé ma façon de prendre en charge les patients en termes d'organisation pour gagner du temps. Pour gagner du temps. La formation, en fait, exactement. La formation, elle se déroule en plusieurs étapes. Et chaque étape, en fait, on s'assure qu'elle correspond à la TOL. TOL, c'est Torat Lechima. Donc, c'est les instructions de combat de l'armée. Donc, comme certains c'est une formation qui, on va dire, qui s'imbrique dans les instructions militaires. C'est pas quelque chose qui ne peut pas aller avec, parce qu'on ça s'imbrique complètement. C'est-à-dire que le vocabulaire qu'on utilise est complètement adapté, le matériel qu'on utilise est exactement le même matériel que les soldats ont sur le terrain. Pour que ce soit vraiment le plus proche de la réalité. Donc, certains de nos médecins actuels, mais et aussi
dans le passé sont aujourd'hui à des postes militaires importants dans l'armée. Et en fait, on vérifie toutes les formations. À chaque fois qu'il y a des nouvelles recommandations par l'armée, on intègre ça à nos formations pour être le plus adapté, le plus proche de la réalité du médecin sur le terrain. C'est pas une grande fierté pour vous? Vous êtes là depuis 8 ans. Vous avez été dans un très grand service d'urgence en France. Bon, j'imagine que vous auriez préféré ne jamais utiliser votre savoir en Israël, mais on se sent pas extrêmement utile à sa place? À sa place, très clairement, extrêmement utile. On essaye de faire de notre mieux. Ouais, on est à sa place. C'est dur à dire. Ça prend du temps, paraît-il. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. On imagine. Mais en tout cas, on voulait vraiment en parler de cette initiative parce que c'est absolument extraordinaire. Parce que, ok, vous êtes médecin, mais c'est encore une initiative civile, après tout, qui est magnifique et qui a sauvé beaucoup de vies. Vous le savez, on vous l'a raconté. Et ça ne s'est pas arrêté là. Voilà, c'est carrément génial. Vous avez aussi participé à un grand exercice on va dire, de sauvetage, quoi. Il y a absolument incroyable. Il y a un mois, avec plus d'une centaine de personnes, avec des faux blessés, avec la police, la mairie, etc., dans la ville de Modine Élite. Alors ça aussi, c'est grâce à tout ce que vous avez mis en place. On est venu vous chercher à cause de ça. Donc en fait, encore une fois, tout est fait sur la base du volontariat et c'est que du bouche à oreille. Il y a aucune publicité ou autre. Donc on reçoit des appels en permanence de différentes villes qui ont besoin d'avoir leur service de santé d'urgence un peu remis à jour, surtout les villes qui n'en ont quasiment pas. C'est le cas par exemple de la ville de Modine Élite. C'est une ville qui est située sur une colline avec un accès et une sortie unique. C'est-à-dire qu'on rentre par une voie et on sort par la même voie. Donc si jamais il y a un incident, comme on en a vu malheureusement le 7 octobre sur cette route, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Voilà. Il suffit de renverser un bus à l'entrée et tous les gens qui sont à l'intérieur sont coincés. Et pas uniquement les gens qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès. Il n'y aura pas d'accès pour le sauvetage. Donc il faut que les gens sachent se débrouiller. Un petit peu, voilà. Donc on a été contacté par le TAGA, donc c'est l'équipe militaire qui s'occupe de la sécurité de cette ville. Il faut savoir que au-delà de sa localisation, donc elle a beaucoup de voisins extrêmement sympathiques autour et un accès. On peut le dire, la population attenante est arabe. Exactement, et l'accès à la ville donc qui est extrêmement limité. La ville a une particularité démographique. Il y a quasiment 70% de la population qui a moins de 18 ans. Il y a quasiment très très peu de personnel médical dans la ville. Peu de gens qui ont fait l'armée, voire pas. Quasiment très 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 peu de gens qui ont fait l'armée. On va dire même un antagonisme. Voilà, un antagonisme à l'armée. Et donc en fait on a été sollicité. Ça a été un exercice qu'on a mis en place au bout de 1 mois de formation. Il y a eu plusieurs rencontres qui ont été faites avec, en fait, c'est une ville où il y a quasiment que des Rofshim. Il y a 2 médecins, 3 infirmières et tout le reste, c'est des Rofshim. Rofshim, on traduit comment en français? C'est premier secours. Donc, ils ont une formation de premier secours. Mais voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ils peuvent pas donner aucun médecin. Ils peuvent pas. Bon, c'est la galère. C'est extrêmement. On peut dire que c'est un terrain compliqué. Voilà, extrêmement basique comme formation. Donc, on a réalisé. Donc, après 1 mois de formation et de rencontres successives, on a réalisé cet exercice grandeur nature. Donc, où il y a eu à peu près une centaine de blessés. Des faux blessés que vous avez maquillés avec du sang, des poches, des fausses blessures, etc. Enfin, c'est tout un truc. Ça a duré même 2 heures, je crois, la préparation. Oui, c'est ça. La préparation, donc, ça a été de 7h à 9h. Et ensuite, à partir de 9h jusqu'à 2h de l'après-midi, donc l'exercice en lui-même. C'est-à-dire qu'en continu, il y a eu un arrivée de blessés en continu. C'est-à-dire que pendant les 3-4 premières heures, les blessés sont arrivés, enfin, les 100 blessés sont arrivés en permanence et il fallait, faire le triage et 2, ensuite, les prendre en charge selon les blessures qu'ils avaient. Donc en fait, ils avaient déjà reçu une première formation, donc ils savaient prendre en charge mais tout pas le baudet, donc c'est-à-dire un patient un par un, isolé, avec la masse et autre chose. Et après, donc il fallait gérer donc un événement avec de nombreux blessés, donc c'est et la gestion des équipes et l'organisation de l'endroit dans lequel on va placer les blessés. Il faut aussi assurer et l'entrée et la sortie des blessés.
Donc vraiment pour se mettre dans des conditions les plus proches de la réalité. C'était un succès, c'était impressionnant. On a vu les images, franchement, c'est waouh quoi. Mais ça a été un succès, j'imagine. Je pense que pour eux, ça a été quelque chose qui a changé leur façon de. Enfin, il y avait rien. Ouais. Il y avait rien en termes d'organisation et ils ont une formation qui, j'espère qu'ils s'en serviront jamais, mais qui, dans le cas d'une catastrophe qui arriverait dans cette ville, de pouvoir, prendre en charge un nombre important de blessés. En sachant que tous les participants sont en général des gens de la ville. Bon, là, c'était un petit peu particulier parce que la population n'avait pas envie de participer, en plus d'être soignée par des femmes, etc. C'est un peu compliqué. Vraiment, on voulait vous mettre à l'honneur parce que vous le méritez tellement. Merci pour tout ce que vous faites pour le peuple d'Israël. On espère qu'on n'aura plus besoin de vos services, je vous dis franchement. Pas trop, en tout cas, pour des choses normales. Voilà, et bravo. Et puis, vous revenez nous raconter vos aventures extraordinaires, exceptionnelles, quand vous voulez. Merci, Cathy. À bientôt. Je vais juste profiter, si je peux, d'un dernier instant. Il y a beaucoup de gens qui se sont posé un peu la question de l'Alia, ah oui, mais comment on fait ici, là-bas, mais là, il y a la guerre, etc. Je pense que c'est le moment. C'est-à-dire, ça fait longtemps que tout le monde repousse, mais je pense que c'est le moment. Ça remet les choses en perspective, ce fameux 7 octobre terrible. Voilà, ça donne à réfléchir. Alors voilà, vous qui avez tellement hésité, on prend votre parole très au sérieux. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.